Dimanche politique avec une fois encore votre confiance. Merci de cette fidélité-là de tous les dimanches. Et nous allons ensemble, avec vous bien sûr, installer notre consultant politique. Agapit Napoléon Mafourikan, vous êtes déjà là. Merci, bonjour. Bonjour à Latifou, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, consultant politique ici à ETélé, vous êtes expert en gouvernance, expert électoral, consultant médias et communication. La semaine politique, nous allons l'aborder dans son ensemble, en commençant par, dans son ensemble bien sûr, en nous intéressant au point fort de cette actualité-là. Mais nous allons démarrer par ce que vous avez suivi bien avant votre installation ici, le passage de Edgar Soupon qui nous vient de l'UDBN. Il s'est prêté aux questions de la rédaction et bien évidemment que nous allons vous demander une petite appréciation d'abord de l'ensemble. Enfin, je ne découvre pas Edgar sur cette émission, je le connais, vieux militant d'ici et d'ailleurs, donc il a resté égal à lui-même, disons. Voilà, je ne veux pas trop m'appesantir sur ce qu'il dit de l'UDBN, il en est trop confiant, un peu trop à mon avis. J'espère qu'il mesure la portée du seuil de représentativité. J'espère bien. Je sais que l'UDBN est très active ces temps-ci, mais pas seulement ces temps-ci. Au niveau des législatives, le parti s'est refondé très rapidement en se mettant à jour de la nouvelle charte. C'est quand même l'un des premiers partis, sinon le seul, qui a pu le faire rapidement. En se mettant à jour. Et après le nouveau code électoral, la nouvelle chaîne des partis politiques, qui a d'ailleurs ouvert, on va dire, cette vanne-là peut-être aux autres partis. Oui, c'est au lieu de créer un nouveau parti, Mme Présidente a changé la dénomination en gardant les sigles et c'est ouvert à d'autres courants, à d'autres petits partis, à d'autres groupes, à d'autres associations, à d'autres mouvements. Et donc, elle occupe le terrain depuis lors. Ensuite, ils ont eu quelques difficultés à se mettre à jour. Et dans le cadre des législatives, c'est dommage parce que bon là, ils se sont laissés prendre le terrain par les autres blocs. Entendu qu'elle était déjà en starting block pour être dans les deux blocs aussi. Tout à fait. Dans le BR normalement. Et finalement, elle n'a pas été. Donc tout ça a mis le parti un peu en parenthèse. Mais n'empêche, c'est un parti qui est sur le terrain. La question que je pose, est-ce que la couverture du terrain donnera au parti le seuil de représentativité? Monsieur, si Edgar Soupon en est très sûr, beaucoup trop sûr à mon avis, mais quand vous allez en compétition, vous n'y allez pas pour perdre. Donc on peut comprendre son optimisme. Confiance d'un compétiteur. Après, il va falloir quand même garder un œil vraiment sur ce cap. On va revenir là-dessus sans doute. On va revenir sur la difficulté de cette question de représentativité. En tout cas, la délicatesse. Oui, la délicatesse, c'est une question suffisamment délicate, pertinente, sérieuse et à la limite qui mérite débat. C'est-à-dire qu'il mérite qu'on parle suffisamment de cela pour que les partis en lice comprennent l'enjeu. Il ne s'agit pas de maîtriser un fief, il ne s'agit pas de maîtriser un arrondissement. Il s'agit d'avoir prise sur le territoire national, en tout cas de manière significative, pour pouvoir avoir c'est-à-dire être qualifié pour la répartition des sièges. Alors, l'invité aussi, il apprécie quand même les efforts du président dans l'ensemble. Ça, c'est pas surprenant? Oui, non, c'est pas surprenant. Le parti UDBN a toujours été de la majorité présidentielle. Mais qui se donne parfois aussi des libertés, si vous voulez. Oui, le parti s'est donné quelques libertés l'année dernière quand sa liste n'a pas été retenue, quand il n'a pas été qualifié pour avoir son succès définitif. Le parti a laissé notamment certains cadres, ils ont laissé, disons, déborder leur peine, leur génial, comme on le dit. Mais de manière, dans l'ensemble, UDBN a toujours été proche de la majorité, l'a affirmé très vite et essaye quand même de le dire à chaque fois quand l'occasion se laisse. Donc, là n'est pas le problème. Par contre, là où est le problème,
Là, ouais, le problème, je vais y arriver. Mais il y a quand même un aspect de l'intervention de Edgar que je tiens à remarquer. C'est un peu son appréciation sur le temps Yahi. Et ça, je partage entièrement ses analyses en la matière. Entièrement. Parce que lui, il était chef de cabinet. Nous, nous étions... Il était dans le système. Lui, il était totalement, dès les premiers, il fait partie des toutes premières nominations de Yahi en 2006. Dans le cabinet. Chef de cabinet. Chef de cabinet. En fait, c'est un peu un gestionnaire privé des affaires présidentielles. Stratégique comme en tout cas, c'est un homme proche, suffisamment. Quand vous êtes chef de cabinet, vous êtes suffisamment proche de celui dont vous êtes chef de cabinet. Il peut apprécier objectivement les choses. Enfin, il a vu tellement passer des choses, il a dû entendre beaucoup de choses, il a vu venir plein de personnes, il a vu partir plein de gens, il a dû voir le président dans cette différence d'humeur possible. C'est un homme proche, un chef de cabinet est un homme proche. Donc, il sait de quoi il parle. Je sais de quoi il parle aussi, je ne sais pas suffisamment trop loin. Donc, nous avons pu apprécier dans l'analyse et parfois dans le militantisme les actions du président Yahi. C'est-à-dire que nous partagions techniquement ce qu'il disait, mais politiquement, nous étions assez proches aussi de ce qu'il faisait. Et donc, pour nous, le diagnostic, comme il a dit, le gars était bon. Vous l'avez souvent souligné. L'analyse qu'il faisait de notre situation était bonne. Du changement à la refondation, le mal était là. C'est-à-dire que les bases étaient totalement exciolées. Les repères étaient perdus et ébranlés et il fallait remettre les choses à l'endroit. Lorsque Yaya a fini de dire ça, dans la mise en œuvre, ça a peiné. C'est dit que le diagnostic est bon, les mesures aussi qu'il préconise, même les préconisations n'étaient pas mauvaises, mais la mise en œuvre n'avançait pas. Et cette crise, à partir de 2012, avec le président Talon, qui, peu ou prou, c'était des alliés à un moment donné, cette crise n'a pas permis du tout ça, l'a isolé et je pense que lui-même a abandonné le combat national pour faire des combats purement personnels. De là, peut-être à s'interroger sur un élément. Est-ce que finalement, Talon, M. Talon, à l'époque, n'était pas un élément aussi clé des réussites, de quelques réussites du système Yahi? Sans Talon, Yahi n'aurait pas été au pouvoir, ça tout le monde le sait. Mais dans sa gouvernance. Sans Talon, Yahi n'aurait pas été au pouvoir. Ça, c'est un premier élément. Ça, c'est le premier élément. Et sans Talon, Yahi n'aurait pas peut-être pu faire quelque chose parce que l'appareil de réflexion, et par exemple, les confrères qui étaient à Nouveau-Tel en 2006, Edouard Locola écrit dans l'intrus qui connaissait la maison, était une sorte de grille, de cellule grise au profit du président Yahi. Et pourtant, c'est une cellule grise qui était financée par le président Talon. En tout cas, par l'officine autour du président Talon. Donc, quoi qu'on en dise, il y a eu suffisamment d'apport. Après, il y a eu une sorte d'envie de se libérer de la part du président Yahi. Et ça a donné lieu à quelques situations conflictuelles. Hein. Mais le comble, c'est un peu à l'après 2001. Et les velléités, quand même, je pense qu'il y a des comportements du président Yahi qui laissaient croire qu'il voulait s'éterniser au pouvoir. Je pense que tout le problème était là. Ça s'est cassé. Tout simplement parce qu'on a estimé que le président Yahi se préparait à se maintenir. Et comme lui-même, progressivement, s'est laissé aller au populisme, quelqu'un qu'on a connu un peu de manière suffisamment rigoureux. Bon, même un peu brouillon, mais quand rigoureux. Quand vous le connaissez un peu, et puis progressivement commence par devenir un peu populiste, des déclarations à l'emporte-pièce, des mesures qui ne vont jamais à terme. Quand vous voyez ça, je dis, est-ce que ce monsieur n'est pas en train de se dévier de l'essentiel pour pouvoir se faire un agenda purement personnel. Et à partir du moment où il a pu avoir son chaos en 2011, qui lui donne le second mandat, quand même qui était inespéré quelques années plus tôt. Donc il était question qu'on l'arrêta et pour qu'il ne puisse pas avoir... donc ça, ce n'est pas... Ça, c'est beaucoup d'intellectuels qui étaient d'accord pour ça. C'est lui des documents sur ça. Donc bref, c'est pour dire que le président Yahi, comme l'a dit Edgar souvent,
et avait les bonnes réflexions. Et tant qu'il bénéficiait du soutien direct ou indirect du président Talon à travers les hommes proches du Talon qui étaient aussi proches de lui, à travers peut-être quelques stratégies, ça a marché dès que le conflit a commencé et qu'il était question, tout le monde redoutait qu'il y ait ce maintien au pouvoir. Donc tout ça, et donc du coup il était traqué de toutes parts pour ne plus tenter du tout de tourner, de retoucher ou de toucher même à la Constitution. Donc c'était une bataille. Donc vous comprenez que le président Talon en venant, c'était fait clair sur la question du mandat. C'est un mandat, un seul mandat, ça ne vous donne pas des possibilités de déviance en cours de mandat. Vous avez un mandat, vous concentrez là-dessus. Vous concentrez là-dessus. Et le président Talon a fait, quand il est candidat, il a dit des choses en disant, oui, on sait comment un président se maintient au pouvoir. Bon, et puis les gens après ont utilisé ça contre lui. Mais cela dit, le président Talon fait de très bonne foi. En fait, la révision de la Constitution de 2017 était censée régler cette question-là. Si le projet de révision de 2017 avait été pris en compte, le président Talon, on l'aurait évacué ça après un mandat unique. Bon, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, la réforme du système partisan, un certain nombre de mesures annexes, je pense, permettent aujourd'hui quand même de montrer que désormais, ce n'est pas un individu qui va gouverner. C'est tout un parti. Et peut-être là, le parti se sentira responsable et parfois mettra le président devant ses responsabilités. Pour ça, je tenais quand même à faire cette digression importante pour moi parce que ça, beaucoup ne comprennent pas un peu ce qui se passe aujourd'hui parce qu'ils ne lisent pas ce qui s'est passé hier. Le président Yahi, un certain nombre de comportements du président Yahi d'aujourd'hui sont dus, un certain nombre de comportements doivent être lus au travers de 2012, il pense qu'il est un destin national et qu'il est fait pour le pays, pour le diriger. Je pense qu'il faut que progressivement ils comprennent qu'ils s'en détachent. Qu'ils s'en détachent parce qu'il a fait de son mieux. C'est un être. Il n'est pas parfait, il a cet art, et comme nous tous, il a fait ce qu'il a pu. Après, il faut qu'on passe à autre chose. Et celui qui est là fait beaucoup mieux que lui. Lui-même doit pouvoir le dire. Et en le disant, ça ne le dénigre en rien. Au contraire, ça doit lui faire plaisir que quelqu'un qui est venu après lui fasse plus que lui. L'élève doit tuer le maître. Donc, normalement, tout est à sa place, en principe. Mais bon, donc, c'était la digression. L'élément qui importait dans l'intervention de Choukmon Vaillal, c'est justement la partie brouillonne, c'est-à-dire au niveau de la majorité présidentielle. Brouillonne au-delà de l'UDBN, toute la majorité. Toute la majorité parlementaire, ça bouillonne, et bien elle bouillonne aussi. Ça bouillonne parce que ça bouge, ça bouge tellement que ça devient parfois brouillon. Vous parlez de la transhumance, entre autres. Enfin, absolument, ça bouillonne parce que ça bouge dans tous les on les sent au-delà des deux blocs. Des deux partis aujourd'hui au dans l'Assemblée nationale, nous avons les autres. Nous avons Moël Béné qui est actif, qui est ici et là. On vient de parler de l'UDBN. Absolument. Donc, sans oublier le PRD qui n'a pas encore sans doute sorti toute sa stratégie. Je ne suis pas encore réellement. Donc, au moins ces partis-là sont sur le terrain. On les sent. Donc, ils s'abouillonnent au niveau de la majorité. Mais ça brouillonne également parce que tel qui tel parti pour adhérer à tel autre de la majorité, et puis avec parfois des mots, des phrases, quelques petites flèches, quelques pics. Je dis, mais quand on est du même camp, pourquoi des pics? Même tout à l'heure, vous avez écouté ce point. Heureusement qu'on avait été cité, mais quand même, on a écouté des choses pas trop gentilles. Des amabilités peut-être vis-à-vis d'anciens compères. Mais bon, on peut s'en passer, non? À mon avis. Si on est du même camp, si on est dans la même cause, l'essentiel pour nous serait d'avoir autant de mérite possible pour aider, pour relayer l'action du développement qui se passe au niveau national. Sauf à considérer que les enjeux, à savoir 2020, les communales, c'est un enjeu plus fort que ce qui les unit, ou plus grand que ce qui les unit. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Et il se détache peut-être de ce qui doit les unir, ce qui est l'enjeu national. Parce que le président Talon lui a demandé est-ce qu'il sera président tout récemment. Il dit écoutez, j'ai d'autres priorités. Ça t'a dit quoi? Ne me détournez pas du travail que j'ai à faire et que j'ai fait. Je pense que ça doit pouvoir être, quand on est de la majorité, la première chose, c'est d'être
dans la dynamique de faire gagner l'ensemble. C'est toujours ça. Sauf que là, à 5, c'est difficile de faire gagner l'ensemble. Oui, déjà 5, c'est beaucoup. Hein? Déjà Voilà. 5, c'est beaucoup. Mais quand même, avant, on avait 50, on avait 100. C'était pas l'amitié non plus. Voilà, mais quand même, donc 5, si on compare les 100, les 150 aux 5, on se dit bon, c'est mieux quand même d'avoir 5 que d'avoir 150. Donc, c'est pas bien 5, c'est déjà mieux. Alors donc, cette démission que les autres reprennent aussitôt, tout à fait, ça pose un problème quand même. Oui, il faut peut-être trouver, il faut que, peut-être après les élections communales, que la majorité se retrouve et se donne quelques lignes de conduite. Est-ce que ça c'est possible justement? J'allais demander aux consultants, est-ce que c'est possible de codifier, on va dire, la cohabitation entre partis dans un contexte béninois? Codifier, non. Codifier, non. Réglementer, parce que oui. Codifier veut dire en faire une code. Ça veut dire qu'il faut déjà légiférer. Non. On ne peut pas légiférer, c'est la liberté. On ne peut pas non plus réglementer. C'est aussi la liberté. Alors, à l'interne, voilà, parce que je suis libre d'adhérer au mouvement de la Constitution article 23. Nous avons chacun le droit d'aller et de venir, d'appartenir à n'importe quelle association, à groupe, confession, politique. Donc, on en a besoin, article 23 de la Constitution du 11 décembre 1990, amendée le 1er novembre dernier. Donc, je suis libre d'aller et de venir. Alors, on peut avoir maintenant des agreements. Les partis peuvent s'entendre pour ne pas récupérer un transhumant 3 mois après son départ. En période électorale, les démissions, nous interdisons, dans le cadre de notre collaboration, de recevoir un démissionnaire venant de camp s'il ne fait d'abord 3 mois. Ça veut dire, en fait, 3 ou 6 mois, je ne sais pas, ils n'ont qu'à s'entendre, mais il faut trouver un mécanisme. Une sorte de clause de non-agression. Exactement. Et ça peut se faire. Aucun test. Mais ça va se sur le test. Et c'est que la Cour va déclarer ça, que ce soit la Cour constitutionnelle, que la Cour, oui, bien sûr, la Cour constitutionnelle. Donc, il ne doit pas avoir de test. C'est un argument. Ça va rentrer dans les pratiques. En disant, on ne vous prend pas. Mais est-ce que c'est possible? C'est pas trop réaliste? En tout cas, c'est souhaité. C'est souhaité parce que moi, je continue de dire que ce n'est pas sain. Si ce n'est pas le parti même qui dit, bon, écoute-moi, chers camarades, de l'autre côté. On ne se sépare de vous. Non, chers camarades, est-ce que vous me prenez un militant? Parce que, vu nous, vu la difficulté, on a besoin que lui, il aille là-bas. Bon, si c'est ça, d'accord. Mais comment ça peut être ça? Donc, un parti, ce n'est pas créé pour des individus. Les individus, ils militent pour avoir accès à des responsabilités. C'est normal. Non, quand je milite, ce n'est pas pour tenir les derniers rôles. Quand je milite, c'est pour être appelé à l'exercice du pouvoir. Ça, ce n'est pas nous. Il n'y a rien de mal à le dire. D'accord? Mais au même moment, vous n'êtes pas le seul militant. Donc, vous devez attendre votre tour. Vous devez attendre que, en sachant que chaque membre du parti aussi est important. Et donc, vous ne pouvez pas penser que vous êtes le seul, le meilleur, l'unique. Non, c'est une injure, c'est un manque de considération vis-à-vis des autres. Donc voilà, en fait, le principe. Dès lors, les partis s'entendent pour ne pas donner suite à quelqu'un qui démissionne. Mais comment le dit il démissionne aujourd'hui, demain il adhère? Bon, aujourd'hui c'est permis. Il adhère avant qu'on ne sache qu'il a démissionné. Voilà. Donc aujourd'hui c'est permis. Bon, tant mieux. Mais je pense qu'on peut canaliser cela. C'est vrai que les gens s'interrogent. Les gens s'interrogent sur finalement, on va dire, les avantages ou le bien des réformes si finalement on assiste toujours aux transhumances. Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas lié. Non, attends. Il a semblé que, entre autres choses qu'on voulait éviter, c'était ces mouvements. Oui, mais au début, comme ça, les éviter, c'est compliqué. Parce que les gens ont adhéré, parfois à ces trucs, au bloc, à l'époque, je veux dire. Sans mûrir les réflexions. Sans mûrir, ou bien c'est parce que c'est un ami, ou bien c'est un compatriote, ou bien on est de la même région, toi tu vas là-bas, je vais là. Et puis après, ils se rendent compte maintenant de la délicatesse, peut-être d'y rester et d'y militer. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'action politique est loin d'être de la mathématique scientifique. L'action politique n'est pas de la mathématique scientifique.
L'action politique relève de l'arithmétique politique qui est totalement, ou de la géopolitique. Hein? Oui, la géopolitique. Pas ensemble, mais géopolitique. Qui incite à d'autres types de comportements. Si je suis de tel arrondissement, de telle commune, c'est pas l'idéologie de tel parti me plaît. Mais le personnage ou la personnalité qui est là devant moi, dans ma commune, je n'ai pas les moyens de l'affronter. Nous n'avons pas vraiment, on n'a pas atome crochu. Il n'y a pas quelqu'un qui... Alors, je vais dire, mais pourquoi je vais dans la même logique que telle personne? Si je suis un homme d'affrontement, donc si je me mets dans une dynamique d'affrontement, je me mets dans une autre partie. Carrément. Carrément. Pour l'affronter. Mais si je me mets dans une dynamique de collaboration, j'essaye d'être dans le membre du même parti pour lui dire, bon, mon gars, tu vois, nous sommes obligés d'aller ensemble. Donc, il y a des paramètres qui fondent certains. Tu savez, avant dans l'OME, tu ne peux pas être dans l'OME sans être membre du PRD. C'est-à-dire que beaucoup. Alors donc, être dans NCC ou le parti ensemble, c'est de faire plus d'une témérité, d'une absence de vision politique, enfin d'un manque d'ambition chronique, parce que le problème est que le PRD débordait de moyens, et là, le parti NCC ou ensemble débordait plutôt d'idées, de projets, d'initiatives. Or, dans le contexte de l'argent rayant des années 90, des 2000, c'est pas les idées qui font donner les chiffrages, c'est plutôt les moyens. Il faut être riche, il faut déployer les moyens. Et le président Adjamouji en avait et en déployait. Et donc, il fallait être PRD pour pouvoir se faire un chemin politique. Chemin faisant, l'homme d'affaires Fagboum, qui était membre du PRD, et son équipe, donc c'est des plateaux, on dit oui d'accord, lui il a l'argent, mais nous-mêmes on en a, et bon voilà, quand on lui a donné le pouvoir, quelques ministres au gouvernement de Kérékou 96, il a fait partie que les gens de sa région, la vallée de l'OME lui-même, et nous les plateaux. Donc, Maman, bon, il avait un préfet, hein, mais bon, ça leur manquait. Donc, une nuit simplement, hein, tous les sous-préfets, les 5 sous-préfets, hein, ont été remplacés au cours d'un conseil des ministres, comme ça. Donc, c'était les sous-préfets qui étaient proches du PRD, ils ont été remplacés au cours d'un conseil. Le week-end qui a suivi, on a fait d'abord une réunion pour créer l'association de développement de la région à la Tedjou, et après on a créé le MADEP, tout simplement. Le coq est né. Donc, le coq est né. Donc, vous voyez, c'était des gens du PRD, la plupart, fâchés, qui se regroupent dans la région et créent. En fait, c'est des associations de développement qui auraient dû être impartiales, qui auraient dû être non partisans, qui deviennent en même temps des partis politiques. Donc, vous voyez, les circonstances. Donc, l'appartenance politique est mue par des intérêts. Il ne faut pas qu'on se leurre. Si moi je suis militant, le Français qui va à l'ENA et qui va faire la Sciences Po n'est pas là pour être un porteur de serviettes. Il peut le faire à un moment donné, mais il ambitionne d'exercer le pouvoir aussi. Et quand vous les voyez jeunes, regardez un certain Sarkozy, vous le voyez déjà avec Jacques Chirac en 76. Ça c'est ça. Vous sentez, il est là. Et vous le voyez, François Hollande était au cabinet de François Mitterrand en 81. 30 ans après, il devient président de la République lui aussi. Ségolène Royal était au cabinet de... Donc, vous ne pouvez pas, quand vous êtes militant dans un parti, c'est pour gravir les marches. Et là, la réforme du système partisan vous apporte ça aujourd'hui. Avec 5 partis, avec 12 partis, ça va se tasser. Les 12 ne peuvent pas résister. Parce que, comme je vous l'ai dit, le contexte est compliqué. Les 12, ça va, même si on autorise 15, ça va se tasser. Parce que les contraintes de représentation, les contraintes de participation obligatoire aux élections font les contraintes de la non-validation des alliances, ça va très vite mettre fin à un certain. Donc, aujourd'hui, ça se tasse, ça va se tasser. Alors, donc, quand je suis militant, c'est pas pour jouer les derniers rôles, comme je le dis toujours, c'est pas pour être porteur de serviettes. Évidemment, il y a les leaders. Ensuite, il y a les autres. Tout le monde n'a pas non plus à diriger. Tout à fait. Quand vous êtes dans un certain seuil d'activité, vous ne voulez quand même pas être le candidat du parti. On n'est pas dans certains pays. Hein? J'ai pas envie de... Il n'y a pas de sous-métier. Dit-on, il y a de sortes gens. Pas de sous-métier. Donc, je ne vais pas dire certains, mais il y a des leaders. Il y a ceux qui ont aspiré, ceux qui aspirent, ceux qui ont fait la science pour... Enfin,
en griffe. Il n'y avait pas de Sciences Po, pas nécessairement ici. Pas ici. Non, pas nécessairement celui qui a la faculté. Oui. Mais quand il dit Sciences Po, c'est ceux qui gravitent autour de cette théorie, qui ont le niveau, le bagou, le leadership, le charisme. Ça, il y a beaucoup de choses. C'est pas nécessairement ça va bien rouler le français, mais il faut ajouter tout ce que j'ai dit là. Alors, c'est ça le problème. Est-ce que nos partis se préparent à ça? Il faut qu'ils s'y préparent. Donc, les médias qui quittent en disant convenance personnelle. Ils mettent, c'est quoi convenance? Mais définissons entre nous ce qu'on appelle convenance personnelle. Peut-être que ça tient compte aussi des éléments que vous avez si on s'en tient à l'article 23 de notre Constitution, il n'y a pas de souci, convenance personnelle, c'est convenance personnelle, c'est libre de son droit, il n'a pas à vous l'expliquer. Mais quand même, si on est des camarades, quand même, pour que je m'améliore, dis-moi au moins ce qui fait marcher. Donc comprenez que... Alors que normalement, bien évidemment, dans les partis, il devait y avoir des canaux, normalement, pour régler ces problèmes-là. Oui, ça c'est important. Effectivement, quand il y a un problème, en principe, tu dois dire au chef, tu dois quand même regarder ailleurs. Il y a des courants. Oui. Et nous n'allons pas. Quand vous prenez BR, il y a des courants. Quand vous prenez UP, il y a des courants actuellement. Ça chope. C'est normal. C'est normal. Parce qu'on est ensemble. On ne pas dire que nous voyons. Quand vous définissez une ligne de conduite, il y a d'abord ceux qui se mettent au bout des deux lignes, au niveau des deux bouts. Ça veut dire qu'on est tous dans les limites acceptables. Et puis il y a ce qu'on appelle ceux qui sont maintenant dans les deux camps. Il y a les deux bouts. Ça, c'est les extrêmes. Et puis il y a les deux camps, la gauche et la droite, dans le même bout. Et puis il y a le centre. Et il y a ceux qui sont au centre, côté gauche. Le centre côté droit. Vous voyez, donc il y a suffisamment de camps. Si on regarde les deux bouts, ça fait 2. Si on regarde ceux qui sont dans le camp, ça peut faire 3, 4, 5, 6. Et puis il y a ceux qui sont au centre, ça fait 2. Ceux qui sont maintenant à droite ou à gauche des centres, ça fait combien? Donc, il peut y avoir des courants. C'est normal. C'est l'ensemble qui fait la beauté de la chose. C'est l'ensemble. Alors, donc, puisque c'est comme ça, il faut canaliser les courants. Et qu'on sache à quel niveau le courant cesse d'exister. Ça fait appel au leadership. Exactement. C'est pour ça que je vous dis que la question dont on n'a pas besoin de réglementation, mais a besoin de gentleman agreement, donc de leadership, le charisme des dirigeants et de leur volonté de gouverner dans le sens de mettre ensemble pour conduire dans une certaine harmonie, symbiose d'ordre. Voilà le principe. Pour finir avec ce pan de cette émission, est-ce que ce n'est pas l'absence aussi en face d'une adversité affirmée, d'un danger affirmé qui fait que on ne s'organise pas suffisamment, on bouillonne beaucoup? Non, ils s'organisent. Les partis, ils s'organisent. Ils se structurent. Aujourd'hui, le BR, le pays, ils ont secrétaire permanent, secrétaire administratif, ou bien des directeurs de l'administration. Mais ils s'organisent. Ils ont leur leadership. Non, il n'y a pas de souci là. Mais il y a des pratiques anciennes qui persistent. Que vous récupérez rapidement un démissionnaire de l'autre camp. À mon avis, ce n'est pas normal. Pourquoi il part? Une confiance personnelle. Tu me crois la confiance personnelle? Tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, tu n'as pas bouffé l'argent du parti, tu n'as pas commis un acte répréhensible. Mais on fouille. Enquête de moralité. On fouille, absolument. Et après, on délibère en disant, on te met en observation 3 mois. Mais pendant les 3 mois, tu es à notre disposition. En fait, tu joues les porteurs de serviettes. Quelque chose qui tu es. Vous dites ça, le mec, il va réfléchir. Mais ici, avant que le type, même quand on dit qu'il a volé, il a détourné, il y en a des dont les mains sont ouvertes pour l'accueillir. Non, ça ne passe pas. Investi en triomphe dans ça. Alors, donc, voilà un peu, je pense que c'est ça. Sinon, les départs sont de l'ordre normal. Je ne suis pas allé ici, je suis parti là-bas. Il faut que tout ça soit canalisé pour pas justement. Alors, on va passer à autre chose, parler de l'opposition carrément, qui a toute une autre image, en tout cas dans cette veille-là. Elle groyonne actuellement. Elle se plaint trop, si vous voulez. Ouais. En tout cas, d'abord, on va parler de restaurer l'espoir. Après de parler des FCBE, parlons de restaurer l'espoir qui jette l'éponge. L'information est tombée en semaine. Les raisons, vous les avez sans doute suivies. Voilà. Comme ça, déjà, vous demandez votre avis sur elles, les raisons.
Écoutez, moi, j'ai pas envie de rentrer dans leur tête. Parce qu'on rappelle la question de exclusivité. Non. S'ils ont pu déroger aux dispositions de la loi, il ne peut pas dire la loi, je suis prêt pour qu'on m'applique les dispositions de la loi, mais pas pour l'autre disposition. Les nouveaux textes ont créé de nouvelles situations. Alors, vous êtes citoyen, vous dérogez aux exigences des textes. Vous n'avez pas à être sélectif. Vous trouvez l'intelligence de faire avec. Vous avez l'obligation de faire avec. Vous n'avez pas de choix. Quand on crée des situations, est-ce que nos parents au village ont des possibilités de dire non, on doit m'appliquer ça, on ne peut pas m'appliquer ça. Aujourd'hui, il y a des situations qui ont créé. Cette année, dans la nouvelle loi de finances, on a normalement, fin février, toutes les entreprises doivent disposer d'un facture normalisée, qui permet de ne plus laisser passer les TVA et autres retenues. Alors, voilà, c'est créé. Quelle entreprise va dire je ne suis pas d'accord? Il ne peut pas t'aider. Parce que la loi a été votée par la représentation nationale, qui est un peu notre volonté à nous tous. C'est le principe de la démocratie représentative. Dès lors, quand vous dites, moi je ne veux pas déroger, il y a mal donne, nous demandons, nous exigeons. Non, vous n'êtes pas bon citoyen. Vous n'êtes pas bon citoyen, vous ne pouvez pas vouloir une chose comme ça. La loi, c'est la loi. Vous ne dérogez pas, vous choisissez pas, vous ne sélectionnez pas votre loi. J'étais à Uri un jour quand j'ai entendu un député sur cette plateforme qui dit moi je ne crois pas à tel. Comment? Quand tu es un député, tu ne crois pas aux institutions de la République. Mais normalement, dès le lendemain, le président de l'Assemblée t'a envoyé encore un addossier pour une citation, pour que tu puisses confirmer que tu as dit tout ça. Et après, on va te mettre une commission d'enquête pour voir dans quelle mesure tu peux siéger à l'Assemblée nationale, faire créer des situations législatives et dire moi je ne crois pas. Mais c'est une hérésie. C'est totalement une absence de clairvoyance ou bien brouillon. Une sorte de tapis noir, de taches noires dans le cerveau, dans la réflexion elle-même. C'est manquer de respect aux citoyens. Vous êtes député, vous gagnez et puis vous dites ces choses-là. C'est inadmissible, c'est intolérable. Donc, on a accepté ça, mais on ne doit pas l'accepter. On ne doit pas l'accepter parce que la loi, elle est dure, peut-être. Mais on ne la sélectionne pas. On ne la sélectionne pas. On peut continuer de se battre pour revenir à un ordre qu'on estime normal. Mais on ne perd pas, on ne se met pas en rébellion contre la loi. Donc, c'est ce que Restaurer l'Espoir a tenté de faire depuis un temps. Et malgré son récépissé, elle n'est pas encore prête. Elle peut continuer à brouillonner. C'est vrai qu'il y a quand même une question, avant d'en arriver aux éléments, notamment la question des 10% et autres relevés par le parti, il y a quand même une interrogation préalable, c'est ce qui peut pousser un parti d'abord à se conformer aux règles, obtenir le récépissé, et puis le lendemain, dit je ne vais pas aux élections. Dans le calcul et dans le consulting politique, comment est-ce que vous l'expliquez? Mais c'est ça que je viens de dire, c'est mon développement. Non, c'est ça. C'est-à-dire on est dans les petits calculs. Mais puis bon, la question est de savoir est-ce que Restaurer l'Espoir a les moyens logistique aujourd'hui pour organiser. Le Restaurer l'Espoir n'a jamais été seul aux législatives, si je ne me trompe, après celle de 2007. Donc la question c'est... Donc après les législatives de 2007, il me semble que le Restaurer l'Espoir n'a jamais été seul. Puis en 2011, c'était sur la bannière CBE. En 2015, c'était sur la bannière Union fait la Nation. Donc, ils n'ont pas été depuis 2007 seuls aux élections. Donc, apparemment, ils ont perdu les repères. Ils n'ont aller pas, sinon, c'est-à-dire que quand vous regardez le nombre de personnes, le nombre d'arrondissements et le nombre de candidatures à gérer, même quand le gouvernement a demandé aux gens de lâcher faciliter, il est évident que trouver déjà des hommes n'est pas facile. Et ce parti n'est pas évident que dans l'intérieur du pays, il y ait autant de personnes qui ont la cause. J'ai du respect pour le parti et ses militants, et pour son président, Candidat Zanaï. Donc, un frère. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il n'y a que Restaurer l'Espoir n'a pas mesuré l'ampleur. Vous ne pouvez pas dormir aussi longtemps et revenir pour dire ah non, ça ne nous satisfait pas, nous ne sommes pas d'accord. Non, la loi, vous êtes obligé, vous êtes appliqué. Vous savez déjà depuis la promulgation de cette loi qu'elle va s'appliquer à vos dispositions, comme histoire de
de dialogue politique, d'exclusivité, tout ça là. Ça, c'est des paravents. À mon avis, je peux me tromper. Alors, ceci dit, vous voulez faire comprendre que nous sommes là face à, on va dire, petit calcul, comme vous le dites, politique. Les raisons évoquées, alors, sont des paravents. Ouais, mais ce n'est pas bien. C'est de bonnes guerres, hein. Vous savez, l'opposition dans nos pays, de toute façon, même en Europe, l'opposition se met toujours en victimisation, en position de victimisation. L'opposition a envie de se la jouer, hein, comme on le dit. Donc, elle essaye de se créer un environnement personnel. Bon, si c'est comme ça, tant mieux pour le jeu politique. Mais comme je vous l'ai dit, la politique est tout sauf de l'arithmétique technique, c'est scientifique. Ça, je continue de le dire. La politique n'est pas de l'arithmétique scientifique, c'est d'abord la politique. Parce qu'elle est politique. Déjà. Et ça, rien que là, vous plonge dans un certain nombre de pratiques et de manières de faire ou de voir. Donc, restaurer l'espoir n'est pas prêt pour les élections. Ils n'ont pas le moyen. Le parti peut être dans un déroulement d'une stratégie bien définie. Tout parti est toujours dans une stratégie bien définie. Même les partis de la majorité présidentielle. Donc, tous les partis sont dans une stratégie bien. C'est leur stratégie. S'ils n'ont pas de stratégie, mais ils ne peuvent pas aller aux élections. Clair. Ouais. Parlons FCBE à présent. Oui. FCBE, notamment très rapidement avec la cohésion qui a été annoncée. Hein, on en a peut-être dit un mot ici, pas ici, mais cette cohésion annoncée peut-être là était trop tôt. Pas mal d'éléments, notamment en milieu de semaine, on a annoncé la volonté de Boni Yayi, le président d'honneur, de se retirer de la politique. Information à vérifier, pas forcément pour l'instant authentifier cette information, mais quand même, vous demandez votre analyse au cas où elle était vraie, cette intention. Écoutez, on a plutôt parlé du fait que le président souhaiterait prendre une pause politique. Bon. Une petite pause. Parce qu'il est agacé. Parce qu'il faut aussi. Voilà. Oui, bon, disons qu'il a mal joué. Il a été le mauvais manager de cette situation. Il ne faut pas contourner trop les choses. Il a mal managé cette situation. Mais on l'a vu quand même tenter de racoler les morceaux. Oui, je pense qu'à force de trop jouer, parfois, on se fait prendre dans son propre jeu. Ça ne veut pas être une logique en politique. À force de trop jouer, on fait entrer dans son propre. On est emporté par sa propre stratégie. Je pense que le président Yayi, président d'honneur de FCBE, il n'est pas membre a priori. Il n'est pas dirigeant a priori. C'est vrai qu'il y a cette interrogation-là, président d'honneur, secrétaire exécutif national, finalement, oui, qui a les clés en main? Le secrétaire exécutif national. Le secrétaire exécutif national, il n'y a pas de débat, c'est comme ça. Mais là où c'est encore plus complexe pour Yayi, c'est que c'est ceux-là, le secrétaire exécutif national et son groupe, qui ont pu avoir le récépissé. Donc, il va anticiper une de vos questions. Vous allez me dire, mais 41 cadres ont écrit. Justement. Pour pouvoir, voilà, 41 cadres ont écrit pour dire, voilà, les militants. Dénoncer le fait que les autres ne donnent pas les pièces. Que certains veulent instrumentaliser le truc, le parti. Non, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre qu'ils écrivent. Mais aujourd'hui, les responsables connus du parti, c'est ceux-là dont les noms étaient envoyés au ministère de l'Intérieur. Donc, ça veut dire simplement que les autres, soit ils négocient, soit ils abdiquent. Cette quarantaine-là et bien d'autres. Soit ils négocient, soit ils abdiquent. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas ça. Il ne peut pas aller en affrontement. Non, il peut. Attends, il peut tout faire. Il peut tout faire. Mais si vous vous affrontez celui qui est plus fort que vous, le gars, il vous attend quand vous avez fini de gesticuler, vous passerez à l'essentiel et vous l'aurez. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, Boni Yayi n'a rien dans le FCBE. Aujourd'hui. Peut-être à la limite, peut-être d'honneur. Mais nous, beaucoup, comme nous d'ailleurs, à un moment donné, beaucoup le voient sur d'autres pentes, dans d'autres dynamiques. La manière dont il a géré la participation des FCBE législative, la recherche d'un consensus au niveau ce consensus politique au niveau de l'Assemblée nationale, tout ça lui est retourné dessus parce que en bloquant tout, en voyageant, les autres militants savent qu'ils doivent aller aux élections. Tout à fait. Sinon, c'est vaincre ou périr. Aller ou disparaître.
Donc, ils ont estimé qu'il fallait sauver les meubles en conformant le parti, donc, à la charte, donc, en faisant le congrès. Et ils l'ont fait, ils deviennent les patrons de ce parti-là. Si vous faites une invention, vous avez un brevet, vous faites une invention, là, c'est fou, et vous n'allez pas déposer, alors, c'est de la propriété intellectuelle. Si vous n'avez pas ou de droit d'auteur, vous n'allez pas déposer votre licence, votre marque, mais vous perdez. Donc, il faut avoir cette chose-là. Donc, après de ce moment-là, le FCBE emboîte le patrimoine de Boni-Yahi. Le FCBE d'aujourd'hui, légalement, c'est le FCBE dont les dossiers ont été déposés avec comme responsable et compagnie et avec les sous. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus parler de FCBE dans sa version présentée par Boni-Yahi. Après, Boni-Yahi restera toujours dans la mémoire de ceux qui lui sont proches comme un leader, comme quelqu'un qui a fait de son mieux, comme un président qui en 10 ans n'a pas dormi. Ça c'est un autre problème. Mais de manière cohérente aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains de Paul Ompé et compagnie. Toute résistance, toute autre chose, c'est le fait de la digression. La direction, voilà. Pour peut-être aller très vite, il y a quand même dans la lecture de ce document-là signé par la quarantaine de cadres du parti, comme une volonté d'imputer la responsabilité de ce qui arrive au parti à la mouvance. Le crime, dit-on, profite, parfois est imputé à celui à qui il profite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de quoi voir la main peut-être de la majorité dedans? Je pense que c'est qui veut dire son chien la crise de rage, n'est-ce pas? Dans le cas d'espèce, c'est 41 la signataire dans laquelle vous allez voir à Jatassou, à la Sanitigri, un certain nombre de personnes qui ont fait conférence de presse pour rejeter le récépissé. Moi, je pense que c'était. Ils n'ont qu'à d'abord dit s'excuser, en principe, pour dire nous étions trompés, nous retirons les injures que nous avons proférées à l'endroit des responsables du bureau de l'exécutif national ou du secrétariat de l'exécutif national, et après nous vous demandons pardon. C'est trop facile d'aller te dire on ne veut pas. Si vous ne voulez pas, mais vous ne voulez pas. Donc vous ne sentez pas que c'est pour vous quitter, laisser les autres aller aux élections, si vous voulez. Mais demandez aux militants de ne pas changer, de faire ci, de faire ça, d'être attentifs. C'est contradiction. Mais il parle à quel militant? On est embrouillé finalement. Il parle à quel militant? À moins qu'il crée une association politique. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils n'ont aucune couverture. Je ne sais pas s'ils sont militants à SCBE. Peut-être. Mais peut-être pas dans le cadre de la nouvelle charte. Donc, vous voyez que l'affaire là n'est pas aussi non plus facile. Et que le vrai problème aujourd'hui de FCBE, c'est de se déterminer par rapport à la suite. Est-ce que FCBE prend une pause pour réanalyser? Est-ce que FCBE sanctionne ceux qui sont récalcitrants, mais sanctionne quelle est l'entité qui va sanctionner? La question se pose. Le président d'honneur. Mais aujourd'hui, à mon avis, pas qualifié pour s'engager là. Parce que lui n'est pas dans la mouvance. Enfin, il n'est pas dans la majorité. Il n'est pas dans l'action quotidienne normalement. Il est président d'honneur. Donc, il doit laisser le secrétaire exécutif national conduire avec l'affaire. Donc, pour vous comprenez qu'il y a quand même une situation dans laquelle, effectivement, si le président Boni a décidé de prendre un recul politique, ça pourrait lui faciliter la tâche. Mais et être bénéfique au parti aussi. Et être bénéfique au parti, bien évidemment, parce que ça lui permet de rentrer dans la dynamique qu'on attend d'un ancien président de la République, être peut-être un conseiller et être consulté. Détaché vraiment. Détaché vraiment pour lancer. Donc, et puis là, c'est quoi? Il a de quoi ça aussi. Donc, le CBE, vu dans cet angle, peut se retrouver progressivement. Une question en même temps pour tendre vers la conclusion, c'est quand même restaurer l'espoir qui quand même jette l'éponge, les FCBE qui là sont perdus totalement. Finalement, on va tout droit vers les communales peut-être sans l'opposition, je dis bien peut-être, si la chose ne s'arrange pas.